Interdiction de vendre des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Un vote du Parlement européen qui ne plaît pas à tout le monde, forcément. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une chose est sûre, comme le pétrole est une énergie fossile et que l'essence est produite à partir du pétrole, il y a un jour où on ne pourra plus produire de l'essence car tout le pétrole sera déjà extrait. En plus, face à la hausse récente des prix des carburants, et aux enjeux écologiques liés à l'exploitation de ce type de ressources, plusieurs solutions alternatives aux carburants classiques se sont développées ces derniers temps. Parmi celles qui ont connu le plus de succès, on y retrouve le superéthanol E85 introduit en 2007 en France. Cette énergie est destinée exclusivement à des véhicules dédiés appelés Flex Fuel. Et malgré des investissements massifs de la plupart des constructeurs sur l'électrification de leurs modèles, certains continuent à croire au thermique. C'est notamment le cas de Jaguar Land Rover avec le E-Pace, le Range Rover Evoque ou encore le Discovery Sport, 3 modèles sur lesquels une même motorisation qui permet l'usage du super éthanol E85 est intégré, c'est le P200 hybride Flex Fuel MHEV. Qu'est-ce que le super éthanol E85? Comment est-il produit? Comment il fonctionne? Quels sont ses avantages économiques et écologiques? Et est-il viable face à l'électrique? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente une vidéo, donc abonnez-vous et activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer ce qu'est le superéthanol E85. C'est un carburant alternatif à l'essence composé à 85% d'éthanol d'origine végétale et de 15% d'essence sans plomb conventionnelle, d'où son nom E85. Mais alors, quelles sont les différences avec de l'essence? Déjà, vu qu'il est composé majoritairement de bioéthanol, on dit de lui que c'est un carburant renouvelable. Pourquoi renouvelable? Car il est issu principalement de la fermentation des sucres et de l'amidon contenus dans les betteraves sucrières, les céréales et aussi leurs résidus de transformation. L'essence, quant à elle, est produite majoritairement grâce aux extractions de pétrole, qui est une énergie fossile. Techniquement, on peut donc en produire en renouvelant les récoltes chaque année. Mais comment le superéthanol E85 est-il produit? Tout d'abord, il faut savoir que la France fait partie des pays européens qui ont massivement investi dans la production de bioéthanol. Ces investissements nous ont permis de devenir le leader européen et le 4e producteur mondial de biocarburants, rien que ça. Chaque seconde, 127 litres de bioéthanol sont produits sur le territoire français. C'est quand même énorme, cela correspond à 25% de la production totale en Europe. Sa fabrication se fait à partir de végétaux riches en sucre et en amidon. Et en France, il est produit avec du maïs, 50%, du blé, environ 30%, et de la betterave, 20%. Le processus commence par l'extraction du sucre, à partir des matières premières. La deuxième étape correspond à la fermentation via l'ajout de levure. L'alcool obtenu est ensuite distillé et déshydraté afin de créer de l'éthanol. Finalement, celui-ci est ajouté à de l'essence sans plomb 95 pour obtenir le fameux super éthanol E85. C'est assez simple. Mais alors, est-ce qu'on peut mettre du super éthanol dans un moteur traditionnel? La réponse est non. Comme le super éthanol est plus corrosif que l'essence, il ne peut être utilisé que sur des moteurs dits flex fuel. Ce sont des moteurs qui ont été conçus spécialement pour pouvoir brûler efficacement ce biocarburant, tout en gardant la capacité d'utiliser les carburants traditionnels, comme le samplon 95. Si votre véhicule ne répond pas à cette homologation, sachez qu'il est possible de le modifier. Pour cela, vous devez équiper votre véhicule d'un boîtier éthanol homologué par l'État et installé par un garagiste agréé, également appelé kit E85. L'inconvénient, c'est qu'un véhicule équipé à fonctionner avec de l'E85 consomme plus de carburant, environ 15% supplémentaire, mais la surconsommation reste quand même économique car elle est compensée par le faible coût à la pompe de l'E85, que l'on verra dans quelques instants. Mais quels avantages économiques par rapport à de l'essence traditionnelle? Premier avantage économique, c'est moins cher que de l'essence classique. Ça, c'est quand même pas mal. C'est le carburant le moins cher disponible à la pompe en ce moment, avec un prix moyen de 71 centimes d'euros le litre environ. Voyons quelles économies on peut réaliser sur une année entière. Si vous parcourez 13 000 km par an avec un moteur traditionnel fonctionnant en samplon 95E10 à 1,47 € le litre en moyenne, pour un véhicule qui consomme 7 litres au 100 km, vous dépenserez 1 337 € par an. Si je fais le même calcul avec le 85, cette fois-ci qui est à
71 centimes le litre en moyenne, en prenant en compte les 15% de surconsommation sur une voiture qui fait 8 litres au 100 km. Le même kilométrage, vous dépenserez 738 € par an. Ça correspond à près de 600 € économisés par an pour 13 000 km parcourus par rapport à un moteur essence traditionnel. Bien sûr, selon votre kilométrage annuel et votre véhicule, il y a des outils disponibles gratuitement sur le net qui vous permettent de calculer vos économies. Par exemple, sur le site de Land Rover, vous avez juste à rentrer les caractéristiques de vos trajets habituels et là, vous aurez l'économie que vous pourrez réaliser au volant d'un Range Rover Evoque P200 Flex Fuel comme celui qui est juste derrière moi. Les comparateurs sont pas forcément exacts ni objectifs, mais ça donne quand même une très bonne tendance. Si je prends mon kilométrage annuel cette fois-ci, c'est-à-dire environ 30 000 km, sur le même véhicule, j'économiserai 2 520 € par an, soit 210 € par mois. Second avantage, la carte grise d'un véhicule Flex Fuel d'origine est moins chère qu'un véhicule essence traditionnel. Elle est gratuite dans toutes les régions métropolitaines, à l'exception de la Bretagne et du centre Val-de-Loire, où elle est à moitié prix. Concernant les véhicules équipés d'un boîtier E85 homologué, mais pas d'origine, Flex Fuel, donc converti, la réduction sur la carte grise est limitée à 750 €. Prenons un exemple sur un véhicule que vous souhaitez acheter. Vous habitez en région Île-de-France, où le prix du cheval fiscal est de 46,15 € et vous venez d'acheter une voiture thermique de 15 chevaux fiscaux. En temps normal, la demande de changement de titulaire sur la carte grise vous coûterait 692,25 € de taxes régionales, 11 € de taxes fixes et 2,76 € de redevance d'acheminement, soit 706,01 € sans conversion de votre voiture, sans tenir compte de l'éventuel malus écologique et des frais de gestion. Mais imaginons que vous décidiez plutôt d'installer un kit E85 avant d'immatriculer la voiture à votre nom. Dans ce cas, vous n'avez pas à payer la taxe régionale car les véhicules dits propres profitent d'une exonération totale en Île-de-France. La carte grise de votre véhicule, convertie au bioéthanol, ne vous coûtera donc que 13,76 €, soit la taxe fixe et la redevance d'acheminement. Si par contre, votre véhicule fait 25 chevaux fiscaux, votre carte grise vous reviendra à 1167,51 € en Île-de-France sans boîtier éthanol, et avec le boîtier, vous déduisez 750 €, donc 417,51 €, une belle économie. Donc. Troisième avantage, vous êtes exonéré du satané malus écologique dans certains cas. En effet, les véhicules Flex Fuel d'origine, qui émettent moins de 250 grammes de CO2 par kilomètre, bénéficient d'un abattement de 40% dans leurs émissions de CO2 pour le calcul du malus écologique. Prenons un exemple simple. Pour un véhicule Flex Fuel qui émet 220 grammes de CO2 par kilomètre, on réduit de 40%, soit 132 grammes de CO2, et vous ne payez donc pas 36 447 €, mais 150 € seulement de malus écologique, soit plus de 36 000 € d'économisés. Concernant les entreprises, maintenant, elles ont aussi des avantages. Tout d'abord, la TVA est déductible à 80% sur le super-éthanol E85, puis vous êtes exonéré de TVS, la taxe sur les véhicules de société, sur 12 trimestres, soit 3 ans à compter de la première mise en circulation, si votre véhicule émet moins de 120 grammes de CO2. Plutôt intéressant donc. Des avantages économiques, oui, mais aussi écologiques. J'ai trouvé plusieurs informations intéressantes. Après, les chiffres peuvent différer d'une étude à l'autre, mais selon Nicolas Kurtzoglou, le responsable carburant au SNPA, c'est le syndicat national des producteurs d'alcool agricole, le bioéthanol est meilleur pour la qualité de l'air et pour le climat. Il réduit de 70% les émissions de CO2 par rapport à l'essence. Je vais reprendre l'exemple qui calculait les économies en euros réalisées en passant au Flex Fuel, mais cette fois-ci sur le CO2. Si on prend un usager qui parcourt 13 000 km par an sur le site bioéthanolcarburant.com, il est indiqué que vous émettrez 47% de CO2 en moins par rapport au samplon 95 E10. C'est 1,1 tonne de CO2 par an, ou même encore 1,1 vol aller-retour Paris-New York évité, plutôt bon pour notre planète. J'ai évoqué avant que l'installation d'un boîtier E85 était possible et quels sont les fabricants de boîtiers homologués et où trouver les installateurs agréés. Si vous souhaitez faire installer dans votre véhicule un boîtier E85, vous pouvez retrouver la liste officielle des fabricants de boîtiers homologué par l'État et en cours d'homologation sur le site info-e85.fr. Un boîtier coûte en moyenne entre 700 et 1600 €, tout compris environ matériel, installation, homologation et garantie qui couvre l'ensemble des pièces en contact avec le carburant dans les cas où la garantie constructeur ne s'appliquerait pas. De plus, certaines régions comme l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, ainsi que des départements et des communes proposent des aides qui sont même cumulables. À savoir qu'avec un véhicule muni d'un boîtier E85 homologué, vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser du super-éthanol E85. Il est tout à fait possible de mélanger dans le même réservoir le super-éthanol E85 avec n'importe quelle essence samplon 98 et 95.
Place maintenant au match entre le 85 et l'électrique pour répondre à la question suivante. Est-ce que le bioéthanol E85 peut remplacer l'électrique? J'ai pris 13 critères qui, selon moi, me paraissaient les plus pertinents pour opposer ces deux technologies de carburant. Lors de la fabrication du véhicule, premier critère, il faut tout d'abord considérer les émissions de CO2 lors de la production d'une voiture thermique et d'une voiture électrique. Une voiture thermique équipée ou non de 85, lors de sa fabrication, génère environ 7 tonnes de CO2 contre une fourchette comprise entre 14 et 20 tonnes pour l'électrique. Et oui, car pour l'électrique, il est nécessaire d'extraire des terres rares comme du lithium et du cobalt pour la fabrication des batteries. Attention tout de même à ces chiffres. J'ai trouvé beaucoup d'analyses et de calculs avec des écarts importants. Sur le site de Inside EV, par exemple, ils indiquent que la fabrication d'une voiture thermique émet 3,74 tonnes contre 6,57 tonnes de CO2 pour la voiture électrique. Mais l'avantage reste pour ce critère à l'E85. Une voiture électrique n'émet pas de CO2 au cours de sa vie, contrairement à un véhicule thermique qui lui rejette forcément du CO2. Or, avec le 85, c'est différent. Contrairement au carburant fossile, le 85 n'émet pas de particules et infiniment moins d'oxyde d'azote et protoxyde d'azote. Et d'après le site Bioéthanol Carburant, une voiture convertie au superéthanol E85 permet de réduire en moyenne de 50% les émissions nettes de CO2. Le 85 émet moins de CO2 qu'une voiture thermique standard, mais plus qu'une voiture électrique. Forcément, puisqu'elle émet 0 g de CO2 par kilomètre. Avantage donc à l'électrique. En revanche, si on prend en compte la production d'électricité pour une voiture électrique, elle génère beaucoup de CO2. En effet, le site econologie.com a publié plusieurs études pour estimer le bilan carbone des véhicules électriques en tenant compte de la source de production d'électricité. Dans l'étude, 2 pays ont été considérés, la France, où l'électricité provient de l'énergie nucléaire, et l'Allemagne, où la production est issue de centrales à charbon. Et comme vous le savez, ces deux technologies rejettent énormément de CO2. Et même si nous savons produire de l'électricité verte via des énergies renouvelables, cela ne suffirait pas à alimenter tout le réseau, alors que l'E85, quant à lui, est beaucoup plus respectueux de l'environnement sur sa production. Comme dit auparavant, il est issu de la fermentation des sucres et de l'amidon contenus dans les betteraves sucrières et dans les céréales. Pour faire pousser ces plantes nécessaires à sa production, elles ont besoin de capter le CO2 dans l'air. C'est la photosynthèse. Mais pour la culture, les machines utilisées, quant à elles, émettent du CO2. Et pour être totalement propre, il faudrait que la culture et le transport soient faits par des machines propres. Il est difficile de savoir quelle technologie émet moins de CO2 que l'autre. Vous trouverez toujours des avis différents. En revanche, si l'on prend une étude de l'IFPEN qui compare les émissions de CO2 des deux technologies du puits à la roue, on remarque bien que l'E85 est moins émetteur qu'un véhicule 100% électrique. Avantage donc à l'E85. Où trouve-t-on du superéthanol E85? C'est une question que beaucoup d'entre vous peuvent se poser, car en allant à la pompe, on ne trouve pas tout le temps ce carburant. L'avantage de l'E85, c'est qu'il peut, tout comme un carburant traditionnel, être distribué dans une station-service standard. Donc pas nécessaire de créer de nouvelles infrastructures pour le distribuer. Sachez qu'en 2013, seulement 360 stations distribuaient de l'E85 et en septembre 2022, sur les 9661 stations présentes, 3129 d'entre elles distribuent du superéthanol E85, soit environ une station sur 3, c'est plus 14% par rapport à 2021. Et ça va sûrement pas cesser car de plus en plus de monde passe le cap du bioéthanol. Plutôt bonne nouvelle. Pour l'électrique, le réseau est aujourd'hui très dense. Selon le baromètre national des infrastructures de recharge, ouvertes au public, mis en place par l'AVER et le ministère de la Transition écologique, on comptait 57 732 bornes en France au 31 mars 2022, mais ces 57 000 bornes ne sont pas toutes très rapides. Si on considère seulement celles qui vous permettront de vous recharger en 20 minutes, soit en temps de recharge pas trop éloigné du temps nécessaire pour faire le plein d'une voiture thermique fonctionnant à l'E85, c'est un peu moins de 10% de tous les points de recharge, c'est-à-dire environ 5000 bornes en France. De plus, c'est sans compter sur les dysfonctionnements qui touchent les différents réseaux de bornes de recharge. Selon les derniers chiffres qui ont été fournis par l'Observatoire de la qualité des services de recharge électrique, accessibles au public, de l'AFIREF, 6,3% des points de recharge restent indisponibles plus de 7 jours consécutifs et 27% ne sont pas disponibles 99% du temps. Il y a encore de nombreux dysfonctionnements qui sont notables, avec 80% des utilisateurs qui ont déjà fait face à une connexion impossible, un arrêt soudain de la recharge en cours de session, voire un câble bloqué. Avantage donc à l'E85 sur ce critère.
Fabriquer une station essence coûte environ 250 000 euros. Fabriquer une borne de recharge ultra rapide, c'est 50 000 euros. Sachant que l'E85 pourrait être distribué dans des stations-service déjà présentes, l'idée est ici de vous donner un ordre de grandeur, bien sûr, afin de savoir quelle est la technologie la moins chère. Et là, clairement, avantage à l'électrique. L'éthanol est vendu en moyenne 71 centimes d'euros le litre environ à la pompe. Cependant, bien que ce carburant soit moins cher que de l'essence traditionnelle, il entraîne une surconsommation d'environ 15%. Si je prends un exemple d'une voiture fonctionnant à l'E85 qui consomme 9 litres au 100 km en moyenne, ça reviendrait à 6,39 euros pour parcourir 100 km. Pour l'électrique, prenons un véhicule qui consomme en moyenne 15 kWh au 100 km. Si je recharge sur une borne ultra rapide, Ionity par exemple, suite aux récentes augmentations de l'électricité, cela me coûterait 11,85 euros pour faire 100 km. Plus cher donc que le 85, mais selon un sondage réalisé par Enedis en 2020, 90% des Français affirment qu'ils rechargent leur véhicule chez eux et non pas sur une borne publique, en sachant que le prix du kilowattheure est moins cher à domicile que sur une borne ultra rapide, 18 centimes d'euros par kilowattheure en heure pleine, 14 en heure creuse, cela vous reviendrait à 2,7 euros pour parcourir 100 km en heure pleine et 2,1 euros en heure creuse. Avantage donc à l'électrique. Un frein encore très présent sur le marché des voitures électriques, c'est l'autonomie. Si je prends le comparatif très intéressant fait par le site Inside EV qui oppose toutes les voitures électriques de référence dans leur segment sur le marché actuel, on constate dans le tableau suivant que les autonomies vont de 285 km pour un Volvo XC40 jusqu'à 416 km pour le BMW iX. Avec le 85, si vous prenez un véhicule qui consomme 9 litres au 100 km avec un réservoir de 60 litres, on peut parcourir plus de 600 km sans aucun souci. Avantage donc à l'E85. Pour faire un plein avec le 85, pas de différence de temps pour remplir son réservoir par rapport à un véhicule diesel ou essence standard. En moins de 5 minutes, ce sera fait. Pour les voitures électriques, seulement certains modèles proposent des capacités de recharge très rapides, vous permettant de passer de 20 à 80% de la batterie en moins de 20 minutes. Je vous l'avais d'ailleurs prouvé dans mes vidéos des essais longue distance avec l'Audi RS e-tron GT et la Kia EV6. Par contre, il faudra que vous alliez dans une borne de recharge à haute performance, comme les bornes Ionity. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Donc sur ce point, avantage donc à l'E85. Point très important, c'est le tarif. Même si ces dernières années, le prix des voitures électriques a continuellement baissé, il faut reconnaître qu'elle reste assez chère. Alors que pour l'E85, ça nécessite un investissement supplémentaire assez faible par rapport à une voiture 100% thermique qui ne roule que au samplon 95 par exemple. Et on le constate de manière assez évidente. Si je prends le Range Rover Evoque qui est juste derrière moi, face à un équivalent électrique, il se situe en dessous en termes de tarifs. Avantage donc à l'E85. Concernant les performances, même si les moteurs thermiques modernes proposent un bon rendement et des chronos hallucinants pour certains, avec des voitures hyper sportives thermiques qui effectuent le 0 à 100 km/h en 2 secondes 5 environ et qui atteignent des vitesses supérieures à 300 km/h, le tarif à l'acquisition est hors de portée de l'immense majorité d'entre nous. A noter qu'avec le 85, les performances du moteur thermique sont améliorées. Les préparateurs comme Shiftech proposent des boîtiers éthanol et l'ont remarqué lorsqu'ils passent les véhicules sur un banc de puissance, les chevaux sont plus importants que ceux mesurés avec de l'essence traditionnelle. A contrario, pour l'électrique, les performances sont identiques, voire meilleures, mais à des tarifs plus abordables. Si je prends une Tesla Model 3 Performance, elle effectue le 0 à 100 km/h aussi vite qu'une Porsche 911 GT3 qui coûte 4 fois son prix. Et si on se focalise sur le rendement, il est certain que les motorisations électriques offrent un bien meilleur rendement que les motorisations thermiques, même avec l'E85. Sur ce critère, avantage donc à l'électrique. Point très important pour moi et pour beaucoup de passionnés, c'est le bruit du moteur. L'électrique, en accélération, c'est plus proche d'un sèche-cheveux qu'autre chose. Et avec le 85, on garde ce plaisir auditif de faire monter le moteur en régime et de vibrer au rythme de l'échappement, même lorsqu'on est à l'arrêt. Donc logiquement, sur ce critère, avantage à l'E85. En 2022, en France, si vous achetez une voiture électrique neuve, vous pouvez, selon son tarif, bénéficier d'un bonus écologique, comme l'indique le site du ministère de l'économie. Concernant le 85, aucun bonus n'est attribué, mais un abattement de 40% sur les émissions de CO2, qui permet de réduire fortement le malus écologique. Mais même malgré ça, avantage
à l'électrique. Il y a un dernier critère qui va départager l'E85 et l'électrique, c'est le marché. Concernant l'électrique, la technologie est déjà bien présente avec environ 10% de part de marché sur 2021, c'est 162 000 immatriculations environ. Pour l'E85, c'est un peu plus compliqué. Près de 6 000 immatriculations seulement sur 2021. En même temps, il y a beaucoup plus de choix pour un véhicule électrique que pour un véhicule flex fuel. Même si le marché de l'E85 est en croissance et que 30 000 boîtiers E85 homologués ont été installés en 2021, c'est un avantage net pour l'électrique. 7 critères gagnés pour l'E85 et 6 pour l'électrique. Donc contrairement à l'hydrogène et à l'essence synthétique, qui dans mes 2 vidéos avaient perdu face à l'électrique, c'est une victoire sur le fil de l'E85. Il est vrai que l'E85 présente comme grande qualité le fait d'être disponible tout de suite dans beaucoup de stations avec un tarif très faible et les avantages logistiques du thermique traditionnel, comme le temps pour faire le plein, environ 5 minutes, et une autonomie élevée. Pour autant, l'électrique est en train de connaître une très rapide évolution de ces technologies sur le temps de recharge des batteries notamment, et aussi sur les autonomies qui sont proposées, mais reste à l'écart sur ces 2 critères par rapport au thermique. Il n'est pas impossible que dans les prochaines années, le résultat d'une opposition entre l'E85 et l'électrique me fasse conclure que l'électrique est plus avantageux que l'E85. Mais aujourd'hui, on est en 2022. En attendant, sachez qu'une étude de l'IFPEN prouve que les véhicules hybrides rechargeables fonctionnant au superéthanol E85 sont au moins tout aussi bénéfiques pour le climat que les modèles 100% électriques pendant leur cycle de vie. Toutes les hypothèses sont donc à considérer. Je vais maintenant échanger avec un expert du bioéthanol, Nicolas Kurtzoglou, qui est Fuel et Project Manager au syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Salut Nicolas, comment tu vas? Bonjour, enchanté, très bien. Bon, top. On vient de faire un match assez serré entre l'E85 et l'électrique, où l'E85 gagne sur le fil face à l'électrique, et j'aimerais avoir ton avis pour que toi tu me dises quels sont les désavantages et les avantages de rouler à l'E85. Alors, les désavantages, on va commencer par ce qui n'est pas bien sur l'E85. La seule chose que je peux voir comme désavantage, c'est qu'il y a une surconsommation de l'ordre de 25% par rapport à l'essence. Mais évidemment, le prix de l'E85 est tellement bas par rapport au prix de l'essence que même avec 25% de surconsommation, on économise toujours plus de 500 € pour 13 000 km. Ouais, exactement. C'est ce qu'on a sorti nous comme stat. 71 centimes d'euros par litre pour l'éthanol en ce moment et 1,50 environ pour du samplon en 95. Alors, la question qui tue, est-ce que ça abîme le moteur, le 85? Non, absolument pas. Les voitures Flex E85 d'origine sont faites pour. Et pour ce qui est des boîtiers sur des voitures essence, il faut absolument que les voitures essence soient compatibles E10. Et ensuite, il faut que les boîtiers aient passé des homologations pour être homologués et vendus sur le marché. Et alors toi, les avantages? Le superéthanol E85, c'est plus vert et moins cher. Okay. Donc plus vert parce que c'est 50% de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'essence. Okay. Donc ça, c'est bon pour le climat. C'est aussi bon pour la qualité de l'air. C'est 90% de particules fines en moins. Et c'est moins cher, on l'a dit. Autre point à préciser. Selon toi, c'est quoi l'avenir? Ça va être vraiment l'électrique 100% ou va y avoir des alternatives qui vont pouvoir se présenter? Je pense qu'il est toujours dangereux d'aller dans une seule solution unique. D'autant plus quand on sait qu'il y a certains inconvénients comme l'autonomie ou les infrastructures. Donc pour moi, l'hybride rechargeable E85 est une excellente solution pour rouler le plus vert possible en ayant de l'autonomie et en évitant de devoir faire la queue pendant des heures. Une question vraiment très importante, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire aujourd'hui en France, tu as 1 million de voitures électrifiées qui roulent, c'est-à-dire 100% électriques ou hybrides rechargeables. On sait, d'après plusieurs études, qu'on pourrait avoir entre 15 et 30% du parc automobile français en 100% électrique sans devoir modifier les infrastructures électriques, sachant qu'il y a 32 millions de voitures qui roulent en France. Est-ce que pour le bioéthanol, si demain il y a 10-20% du parc qui roule en bioéthanol, est-ce qu'on pourra faire face à cette demande et à ce besoin? Absolument. Aujourd'hui, on produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol avec 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits. En France, hein. En France. On peut passer facilement à 18 millions d'hectolitres de bioéthanol, donc pour 1% de la surface agricole utile. On peut faire rouler plus de 5 millions de voitures hybrides rechargeables. C'est environ 17%
du parc de voitures légères. Actuel. Donc vraiment, selon toi, ce serait l'avenir, ce serait d'ajouter le 85 à des motorisations hybrides rechargeables. Absolument, il ne faut pas que ce soit une solution unique, mais l'hybride rechargeable E85, à côté de l'électrique, à côté d'autres solutions le plus décarbonées possible, doit faire partie du mix. Ok, bon, je pense que maintenant vous savez tout. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations. Je mets tes coordonnées LinkedIn en dessous de la vidéo. Il y aura peut-être des gens qui auront des questions à te poser. Très volontiers. Ils pourront le faire via LinkedIn. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur l'éthanol E85. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et surtout, j'aimerais avoir vos avis. Selon vous, quel est le carburant du futur? Est-ce que ça va être l'éthanol, l'électrique? Ça va être l'essence synthétique, l'hydrogène, un mixte? Un petit peu des deux, comme l'indiquait Nicolas tout à l'heure, avec de l'hybride rechargeable et de l'éthanol, le 85. Vous avez pu le constater, le match entre l'électrique et l'éthanol était assez serré. J'ai essayé d'être le plus objectif possible sur les critères que j'ai choisis. Là aussi, mettez-moi en commentaire si d'autres critères sont à prendre en compte pour opposer ces deux technologies. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse une vidéo. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais activez cette fameuse cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je diffuse. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Donc abonnez-vous à mon compte Insta. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!